Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'attaquer un serveur SSH. Comme attaque, on va utiliser une attaque très classique de brute force. Pour commencer, on va tout d'abord installer un serveur SSH. Donc apt-get install OpenSSH-server. Je l'ai déjà installé, mais vous, si vous ne l'avez pas encore, installez-le. Pour vérifier qu'il tourne, faites un ss-1tn. Vous verrez que le port 22 est en écoute. Port 22 en écoute, ça veut dire qu'on a notre serveur SSH qui tourne. Ok, une fois qu'on a notre serveur SSH, on va également ajouter un utilisateur. Cet utilisateur, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, je vais l'appeler Toto. Je l'ai déjà créé, et il faudra également lui donner un mot de passe. Une fois que ça c'est fait, on va installer tout de suite, parce qu'on va en avoir besoin par la suite, on va installer un module qui s'appelle Paramico. C'est un module Python qui permet de créer des clients SSH. Ok, maintenant que tout ça est fait, on va voir en fait comment on se connecte à un serveur SSH. Le serveur SSH en question est sur notre propre machine. Donc l'adresse IP de notre propre machine, 127.0.0.1. Adresse de loopback, cette adresse, elle pointe en fait vers nous-mêmes. Ensuite, ce qu'on veut, c'est faire du SSH. Donc on va utiliser un client SSH, et sous Linux, tout simplement, c'est la commande SSH. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est le nom d'utilisateur qu'on veut utiliser, en l'occurrence Toto, et un arrobase. Donc là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se connecter en SSH en tant que Toto à l'adresse 127.0.0.1. Si on fait ça, on a un message nous disant qu'il ne peut pas authentifier l'hôte 127.0.0.1. Il nous dit que l'hôte, en fait, c'est-à-dire le serveur SSH, nous a envoyé une clé, juste là. Cette clé sert donc à authentifier le serveur en question. Ce système de clé est là pour éviter les attaques de l'homme du milieu ou éviter qu'une personne ne se fasse passer pour un serveur qu'il n'est pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter la clé. On va lui dire yes, et une fois qu'on a accepté cette clé, il nous dit que ça a été ajouté à la liste des hôtes connus, donc des serveurs qui sont connus. Ensuite on tape le mot de passe, et une fois qu'on a tapé le mot de passe, on arrive sur Toto. On va faire la who am I pour vérifier on est bien en tant que Toto, bien connecté en tant que Toto. Je vais quitter le SSH, donc comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau mon utilisateur normal. Et là, je suis actuellement dans mon dossier Home. Dans ce dossier Home, il y a un dossier caché donc qui commence par un point. Il nous faut donc l'option A pour le faire apparaître. Ce dossier caché, il s'appelle .ssh. On va rentrer dedans. Et dans ce dossier caché, on va avoir un fichier qui s'appelle non-host. Ce fichier, en fait, il va contenir les clés des hôtes qu'on a acceptés, qu'on a authentifiés. Donc cette clé-là correspond à mon serveur SSH qui est là sur ma machine actuellement. Si je vide ce fichier, là il n'y a plus rien dedans. Et donc la prochaine fois que je voudrais me connecter, il faudra de nouveau que j'accepte la clé. Ok. Pourquoi c'est important ce fichier? Parce que dans notre script, il va falloir qu'on lui dise d'accepter cette clé. Alors, dans mon dossier, pour faire mon brute force, j'ai 3 fichiers. J'ai mon script, donc mon script de brute force, j'ai un fichier users.txt. Users.txt, c'est un dictionnaire de noms d'utilisateurs, donc c'est une liste de noms d'utilisateurs. J'en ai mis 3 dedans. Et password.txt, c'est pareil, c'est un dictionnaire, donc c'est une liste de mots de passe possibles. Donc nous, notre but, c'est de tester avec chaque utilisateur chaque mot de passe. Nous allons ouvrir notre script et nous allons commencer tout de suite à développer. Je vais utiliser au total 3 modules. Paramico, donc pour se connecter en serveur SSH, Socket et Time. Je vais commencer par la fin. Je vais déjà commencer là par définir notre cible. Donc notre cible en l'occurrence c'est 127.0.0.1 et le port sur lequel le serveur tourne c'est le port 22. Ensuite, pour les noms d'utilisateurs à tester, je vais créer une variable users. Et cette variable, je vais en fait ouvrir le fichier users.txt, donc ma liste d'utilisateurs, et je vais l'ouvrir en lecture.
Et ensuite, dans cette variable, vu que je veux juste avoir chaque ligne, je vais faire un readlines. Je vais faire pareil pour les passwords. Donc, open passwords.txt en mode lecture. Et enfin, passwords va être égal, j'ai oublié un S, va être égal à lui-même, enfin à chaque ligne de lui-même. Voilà. Ensuite, il faut que pour chaque utilisateur, on teste chaque password. Ce qui veut dire qu'il nous faut deux boucles. Une première boucle qui va prendre un nom d'utilisateur dans notre liste de noms d'utilisateurs. Et une deuxième boucle qui va prendre un mot de passe dans notre liste de mots de passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc pour chaque utilisateur, chaque password. Et notre fonction, elle va nous renvoyer un true seulement si elle arrive à se connecter. Ça veut dire seulement si le combo user password est bon. Donc pour ça, je vais mettre un if. If, ma fonction, je vais l'appeler bruteforce _ssh. Elle prend plusieurs choses. Elle va prendre hostname, le nom, en fait notre cible, le port. Donc en argument, elle prend hostname, port. Elle en a besoin pour se connecter, en fait. Elle prend également un nom d'utilisateur et également un mot de passe. Il va lancer cette fonction et si cette fonction renvoie un true, donc là c'est-à-dire si on a un if true, alors il va afficher success par exemple, parce qu'en fait si la fonction renvoie true, ça veut dire qu'on a trouvé qu'on a réussi à se connecter, qu'on a trouvé un bon mot de passe et un bon nom d'utilisateur. Donc ça envoie success et ça break, c'est-à-dire qu'on arrête de tester. Et d'ailleurs, je me rends compte que le if est mal indenté, parce que le if est bien dans la deuxième boucle for. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir définir notre fonction. Donc, notre fonction bruteforce ssh. Je vais juste changer ici les noms. Je vais mettre host, p, username, juste user, et passwd. Première étape. On crée un client. Mon client, je vais l'appeler CLT. Ce client, il est créé grâce à paramico.sshclient. Il a besoin de aucun argument, car c'est pas ici qu'on se connecte. En fait, pour l'instant, il a juste créé un client. L'étape suivante, c'est de charger le fichier, en fait, le fichier non-host. Ce fichier, il faut qu'on le charge au cas où si, en fait, la clé du serveur SSH est déjà présente. Donc, on charge ce fichier, et dans le cas où ça ne serait pas déjà présent, en fait, on va changer la politique par défaut, et on va dire que par défaut, il faut rajouter, en fait, la clé. Donc, là, en fait, on a quoi? Là, ça, on va définir une politique, donc set. La politique en question, c'est la politique d'une clé haute manquante. Et cette politique, qu'est-ce qu'on fait si jamais la clé haute est manquante? On va faire un paramico.auto add policy. En fait, cette ligne, tout simplement, c'est pour que paramico, pour que le client ajoute automatiquement la clé du serveur SSH dans le fichier non-host. Une fois qu'on a fait tout ça, on va utiliser un try pour connecter. Première chose, je vais afficher qu'est-ce que je suis en train de tester. Donc, testing user passwd. Voilà. Je veux que mon script m'affiche quel nom d'utilisateur et avec quel mot de passe il est en train de tester. Et ensuite, clt.connect. Donc là, on se connecte. Et pour se connecter, on a besoin de l'autre qui est passé en argument, du port passé en argument, du nom d'utilisateur et du password, tous passés en argument. Donc c'est bien toutes ces variables-là en fait qu'on réutilise. Seule petite chose qu'on va devoir ajouter, c'est un timeout, pour pas qu'il reste bloqué en fait trop longtemps. Je vais le mettre à 3. Ensuite, il va falloir gérer en fait les erreurs de socket. Donc c'est pour ça que j'importe le module socket. Si jamais il y a une erreur, il faut que je puisse l'afficher. Donc, except socket.error as error. Et là, on fera socket error.
attendez, je préfère mettre des guillemets plutôt que des single quotes, et suivi de l'erreur. Et dans ce cas-là, si on a une erreur, on retourne un false, parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à trouver le bon mot de passe. Une autre exception qu'on va souvent trouver, ça va être une exception de Paramico, qui sera Authentication Exception. En fait, ça c'est l'exception qui est levée si jamais nos identifiants ne sont pas corrects. Et encore une fois, on va faire de la même manière, on va afficher l'erreur, Authentication Exception, tac, et puis, hop là, je vais pas as error, mais as exception, parce que c'est pas expressément une erreur. Voilà, et encore une fois, on retourne false. Et enfin, la troisième chose qu'on va gérer, ça va être les exceptions SSH. En fait, le serveur SSH, par défaut, il a un système qui limite le nombre de tests que vous pouvez faire. C'est-à-dire, après 6 tests, il va vous renvoyer une exception SSH en vous disant que vous n'avez plus le droit, en fait, de faire des tests de connexion. C'est fait exprès pour éviter de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de faire des attaques par brute force. Mais tout simplement, pour le contrer, il nous suffit en fait d'attendre. Donc, ce qui va se passer, c'est que s'il nous lève une exception SSH, ça ne veut pas dire que ça veut dire que les authentifiants sont bons, mais qu'il y a une autre erreur. En général, c'est tout simplement qu'on a fait trop d'essais contre le serveur et que donc il nous a bloqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un simple petit try again, ou un truc, on pourrait aussi afficher waiting ou quelque chose comme ça. Et enfin, on va le faire attendre. Dans ce cas-là, je vais le faire attendre 20 secondes. Ça devrait être suffisant, je pense. Et une fois qu'il a attendu, on va tout simplement le faire relancer brute force SSH. Voilà. Tout simplement, si jamais on a une exception SSH, ça veut dire que nos identifiants sont a priori bons, mais qu'il y a une erreur au moment de se connecter. Donc on va afficher un message comme quoi on va essayer de nouveau, on va attendre 20 secondes, et ensuite on va relancer notre fonction. Donc on reteste en fait ce nom d'utilisateur et ce password. Et enfin, la dernière chose, ça va être un else. Le else, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va return true. C'est-à-dire, dans notre fonction, on crée notre client, on se connecte, on fait tous nos tests. Si jamais il y a une erreur de socket, on l'affiche. Si jamais on n'a pas les bons identifiants, on l'affiche. Si jamais on a un problème avec SSH, alors on relance, on attend un peu et on relance le script, enfin on relance la fonction. Et enfin, s'il n'y a aucun problème, si aucune de ces exceptions n'est levée, alors on renvoie true, parce que ça voudra dire en fait tout simplement qu'on s'est connecté. Et tout ça va nous suffire à brute forcer notre serveur SSH. Donc on va faire python 3 ssh bruteforce.py et là il va tester nos différents noms d'utilisateurs et mots de passe, et à chaque fois il va nous lever une exception d'identification si jamais ils sont pas bons. Alors, quand je lançais mon script, j'avais un petit problème, c'est que ici il y avait des sauts de ligne. Ça me paraissait un peu bizarre qu'ils sautent des lignes comme ça. Et également l'autre truc, c'est que le brute force ne marchait pas. Par exemple ici, il y a le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe. Pourtant, ça ne fonctionnait pas. J'ai fini par réussir à arranger tout ça. En fait, voilà où était le problème. Juste ici. Ici, quand je faisais un read lines, il lisait chaque ligne du fichier et il gardait en fait le caractère invisible de ceux de ligne. C'est-à-dire que avec la fonction, en utilisant la fonction readLines ici, je me retrouvais avec le nom d'utilisateur, par exemple Tom, suivi du caractère saut de ligne. C'est pour ça que j'avais des sauts de ligne quand je faisais mon print juste ici. Et pour éviter d'avoir ces sauts de ligne, parce que ces sauts de ligne empêchaient de bien fonctionner, vu que ce saut de ligne était envoyé dans l'identifiant et dans le mot de passe. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû utiliser la fonction read et ensuite la fonction splitlines. En faisant ça, il va en fait avoir le même fonctionnement qu'avant, à la différence qu'il va supprimer les caractères spéciaux de saut de ligne.
Donc, pareil pour password et user. Le deuxième problème, c'est que le script ne s'arrêtait pas, parce que ici, quand je faisais un break, en fait, je cassais cette boucle for, mais pas celle-là. Donc vu que c'était un peu problématique, ce que j'ai fait pour aller au plus vite, c'est que j'ai mis la fonction exit, donc c'est-à-dire qu'il exit le programme dès qu'il a un succès en fait. C'est au plus simple. Et maintenant, si je lance mon petit programme de brute force, il va tester premier utilisateur, premier mot de passe, premier utilisateur, deuxième mot de passe. À chaque fois, il me dit que les identifiants sont mauvais. Et juste après, quand il va passer au deuxième utilisateur, c'est-à-dire Toto, et au premier mot de passe, voilà, Toto, il nous dit success, il a bien réussi à se connecter, et c'est normal parce que Toto et Toto, c'était bien ce que j'avais mis comme nom d'utilisateur et mot de passe. Mais on a réussi à tout corriger. Maintenant, ça fonctionne bien, et il y a encore des améliorations qui peuvent être faites sur le code, comme toujours, mais je vais arrêter l'épisode ici. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, et vous dire à la prochaine.